Mirage ou réalité quand on parle de souveraineté européenne? On dit souvent dans l'investissement « follow the money ». Oui, il y a un peu de ça. On dit beaucoup « don't fight the Fed », toujours dans les anglicismes, mais ne combattons pas non plus ces grands plans de déploiement budgétaire. Et dans le cas de la souveraineté, ils sont massifs. Comment vous avez structuré le fonds? Je m'explique, sur quelle verticale est-ce que vous avez choisi d'investir à travers le fonds TESF? Bienvenue dans In Conversation With, un podcast signé Tikeo Capital qui vous parle d'investissement. Ce thème est consacré à la souveraineté européenne. C'est plus qu'un pressentiment aujourd'hui. Le système monde subit des transformations profondes, passant d'une recherche d'efficience et d'optimisation permanente à une quête de résilience et d'autonomie. Dans ce contexte et face aux défis à relever, l'intervention des gouvernements dans les affaires économiques notamment devient structurelle et guide des investissements stratégiques de grande ampleur, sans précédent. Non seulement l'Europe n'échappe pas à ce phénomène, mais elle se positionne à ce titre comme une alternative à l'exceptionnalisme américain de ces dernières années et comme un territoire d'opportunités majeures. Notre invité pour cette conversation s'appelle Raphaël Thuin. Bonjour Raphaël. Bonjour Édouard. Tu es le responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikeo Capital et à ce titre, tu supervises là où les stratégies dédiées à la souveraineté européenne et notamment le fonds qui s'appelle Tikeo European Sovereignty Fund, qui est une de ces stratégies à travers les marchés liquides, les marchés cotés, Raphaël. Mirage ou réalité quand on parle de souveraineté européenne? J'ai la chance de voir beaucoup d'industriels de la gestion actifs et je vois que nombre d'entre eux lancent au cours de l'année 2025 des fonds et des stratégies dédiées à la souveraineté européenne. Chez Tikeo, vous avez bien identifié qu'on n'était pas là simplement sur une mode, mais sur un thème profond, structurant, et c'est un thème d'ailleurs que vous avez identifié avant beaucoup d'autres, puisque le fonds a été lancé en décembre 2023. Qu'est-ce qui vous a amené à l'époque, chez Tikeo Capital, Raphaël, à identifier ce sujet de la souveraineté européenne comme un thème structurant, et comment est-ce que vous avez cerné et identifié cette thématique? Oui, un thème profond, structurant. Nous, on parle de méga-tendances de long terme. Et pour l'investisseur, évidemment, les méga-tendances, c'est intéressant. Et quelque chose qui, évidemment, arrive après une succession d'événements, on va dire, géopolitiques, internationaux. On va parler des administrations Trump, on va parler du Covid, on va parler de la guerre en Ukraine, aujourd'hui de la guerre commerciale, on va dire, des droits de douane. Toute une succession d'événements qui font qu'en Europe, oui, il y a une prise de conscience, une volonté de se réoutiller, de réinvestir dans notre futur, se réapproprier des chaînes de valeur, apprendre à nouveau, réapprendre des savoir-faire qu'on a perdus les décennies précédentes. Donc une méga tendance vraiment de long terme. Et effectivement, chez Tikeo, on s'en est saisi maintenant il y a plusieurs années. Ça a commencé avec un fonds de décarbonation sur le private equity dédié à cette thématique en 2018. Dès 2020, un fonds private equity défense aérospatiale. Souviens-toi, 2020, les avions sont cloués au sol, la filière est en grand danger. Il y a besoin de mobiliser du capital pour consolider cette filière, la soutenir, lui permettre de se relancer. Aujourd'hui, on est sur une levée d'un second millésime. On gère aussi le plus gros fonds de cybersécurité en Europe, toujours sur le private equity. Donc cette thématique de la souveraineté, effectivement, elle est profondément ancrée chez nous et elle s'est concrétisée, je dirais peut-être en 2023, effectivement, avec ce fonds, cette fois-ci liquide, d'actions thématiques autour, toujours pareil, cette idée de souveraineté en Europe. Donc effectivement, une méga tendance qui sera source d'opportunités, qui est source d'opportunités de performance pour l'investisseur. Comment vous avez structuré le fonds? Je m'explique, sur quelle verticale est-ce que vous avez choisi d'investir à travers le fonds TESF? On va l'appeler comme ça, hein, Tikeo European Sovereignty Fund. Absolument. Raphaël. On a choisi effectivement d'identifier 5 secteurs, 5 industries très clairement au centre de la problématique de souveraineté. L'idée étant qu'on veut effectivement que notre exposition puisse bénéficier de ces grands plans de déploiement autour de la souveraineté.
D'une part, la défense, évidemment, incontournable. La compétitivité digitale, la tech, évidemment, qui est de plus en plus aujourd'hui une industrie de souveraineté par excellence, mais aussi l'autonomie industrielle, les infrastructures et la pharma, la santé. Autant d'éléments d'industrie dans lesquels on a effectivement vu de très près notre fébrilité à l'échelle de l'Europe ces dernières années, notre incapacité à avoir une autonomie industrielle, une autonomie technologique vis-à-vis des grands acteurs internationaux. Beaucoup de ces grands acteurs internationaux, d'ailleurs, ne sont plus très amicaux à notre égard, on le constate. Et face à cela, une volonté de déployer des montants de capitaux exceptionnels en Europe. On parle de plusieurs centaines de milliards d'euros qui doivent ruisseler sur chacune de ces industries. C'est ça. Il y a une vraie réalité, et cette réalité, elle commence par l'argent que l'Europe est capable de mettre sur la table, Raphaël. Absolument. Et on entend beaucoup de cynisme autour de l'Europe, de notre capacité à se mobiliser, de nos contraintes budgétaires qui sont effectivement réelles. Mais la réalité, c'est que malgré tout, on voit des montants de capitaux qui sont astronomiques. Alors la défense, évidemment, quand on parle de 3,5% du PIB, peut-être 5% lorsqu'on inclut la sécurité et la cybersécurité, c'est des montants astronomiques. On va parler de Rearm Europe qui mobilise 800 milliards d'euros. Mais on va parler aussi de la transition énergétique. Repower EU, c'est 300 milliards d'euros à l'échelle européenne à mobiliser sur cette transition énergétique, sur la désensibilisation de nos économies vis-à-vis du gaz russe, une thématique de souveraineté par excellence là aussi. On va parler du CHIPS Act sur la technologie avec 42 milliards d'euros autour des semi-conducteurs. Bref, toute une série de grands plans de déploiement d'argent public et privé qui doivent ruisseler dans les filières et donc bénéficier aux grands champions européens. On va revenir dans le détail notamment du thème ou du sous-thème de la défense, du thème du numérique également, qui sont quelques-unes des grandes verticales que vous avez dans cette stratégie, Raphaël. Mais ouais, pour un investisseur et pour des investisseurs ou des gestionnaires d'actifs comme Tikehau Capital, d'avoir de l'argent public qui vient ouvrir la voie, c'est important. Ça permet effectivement d'avoir une stratégie pertinente en tant qu'investisseur privé pour vous. Absolument, c'est un déclencheur de tendance. Et d'ailleurs, on va dézoomer un petit peu et regarder cette problématique d'un point de vue général. Concrètement, pour l'investisseur dans l'histoire, se mettre en face du stimulus budgétaire, aller contre les déploiements fiscaux, c'est souvent une mauvaise idée. Mieux vaut les accompagner, c'est souvent source de performance. Et effectivement, quand des centaines de milliards d'euros sont déployés face à des grands donneurs d'ordre et des grandes entreprises européennes, on doit voir une explosion de chiffre d'affaires, un potentiel de profitabilité et donc de la performance. Donc c'est vraiment cette idée que cette impulsion des pouvoirs publics doit pouvoir accompagner une forme de performance. On dit souvent dans l'investissement « follow the money ». Oui, il y a un peu de ça. Là où va l'argent, et l'argent des grands donneurs d'ordre et des grands donneurs d'ordre publics, oui, c'est un chemin à suivre pour l'investisseur privé derrière. Exactement. Et on dit beaucoup « don't fight the Fed », toujours dans les anglicismes, mais ne combattons pas non plus ces grands plans de déploiement budgétaire. Et dans le cas de la souveraineté, ils sont massifs. Le but de cette quête de souveraineté, c'est quoi? C'est réindustrialiser au maximum ce qu'on a perdu en matière de savoir-faire industriel, d'empreinte industrielle, en Europe au sens large, ou est-ce que c'est réindustrialiser l'essentiel? Comment on fait la différence? On imagine bien qu'on ne va pas tout réindustrialiser chez nous, mais en même temps, on a bien vu, et tu l'as dit à travers des exemples de la santé, de l'industrie, des infrastructures critiques, qu'on a perdu un certain nombre de savoir-faire. Comment on règle le curseur entre les savoir-faire qu'on a envie de voir revenir, de réindustrialiser, et ceux qu'on a oubliés définitivement, ou en tout cas qu'il ne serait pas pertinent de ramener sur nos territoires? Oui, c'est une très bonne question, et c'est une question dont on n'a pas complètement la réponse aujourd'hui. Il y a un modèle à réinventer. Et on sait qu'on ne va pas vouloir nécessairement copier les modèles américains, les modèles chinois, mais aujourd'hui, on a une dépendance qui s'est créée après des décennies de suroptimisation, je crois que c'est un mot que tu as utilisé en introduction, de globalisation à outrance, où on a
externalisé entièrement nos chaînes de valeur, perdu des savoir-faire, ce qui nous a mis dans une situation de dépendance et de fragilité extrême. Je vais te donner quelques chiffres. Sur la défense, on parle beaucoup de la défense, il y a eu des décennies de sous-investissement. On entendait le nombre de tanks en Allemagne, une statistique comme une autre. Ouais. Il est en baisse depuis 1992 de 92%, le nombre de tanks dans l'armée allemande. Quand on prend la commande des dépenses d'équipement militaire en Europe, elle est à 80% dirigée vers l'étranger, vers le non-européen, vers l'américain. Ouais. On dépend quasiment entièrement de l'industrie américaine pour nous défendre face à la menace extérieure. Autre exemple frappant. Autre exemple sur la pharma, 80% des ingrédients pharmaceutiques actifs utilisés dans la production de médicaments en Europe viennent de l'étranger, et tu le devineras, de Chine principalement et un peu d'Inde. Tout ça, ce sont des thématiques de souveraineté grave qui font que lorsque la guerre est à nos portes, lorsqu'une pandémie nous frappe et qu'on est dans la nécessité de devoir produire des médicaments, des masques ou autres, lorsque nos capacités industrielles doivent être mobilisées pour faire face à des événements, on est globalement dans une forme d'incapacité chronique, de fragilité. Et cette prise de conscience aujourd'hui, elle a eu lieu. Si on prend le cas de la défense, évidemment, et c'est sans doute le premier pilier ou le socle incontournable qui permet de bâtir une stratégie de souveraineté en Europe, Raphaël, qu'est-ce qui fait que tu y crois ? Qu'est-ce qui fait que vous y croyez réellement chez Tikehau Capital ? Je reprends ma question, mirage ou réalité ? C'est presque un peu le fil rouge de ce podcast, mais c'est vrai que l'Europe de la défense, c'est quelque chose auquel on réfléchit, auquel on pense. Nos dirigeants réfléchissent depuis quelques temps avec toujours le constat que c'est difficile d'avancer et de créer une véritable Europe de la défense. Comme tu le dis, avec une guerre à nos portes, toujours un conflit de haute intensité qui a marqué ces dernières années entre la Russie et l'Ukraine, il y a des raisons d'imaginer qu'il y a un vrai besoin en la matière. Comment ça se traduit concrètement ? Et si on prend des exemples d'entreprises, c'est vrai que on ramène toujours tout à Airbus parce que c'est un succès européen majeur et qu'on a réussi à rassembler plusieurs pays autour d'un projet industriel dans l'aéronautique et la défense, en l'occurrence. Airbus a aussi des activités de défense. Là, il y a des entreprises emblématiques que le plus grand nombre a découvert sur le plan boursier, ne serait-ce que sur le plan boursier. Une entreprise comme Rheinmetall est devenue une star, une darling des portefeuilles boursiers au cours de l'année 2025 en Europe, notamment. Raphaël, qu'est-ce qui est intéressant, selon toi, dans ce cas d'investissement Rheinmetall, et en quoi est-ce qu'il est emblématique, peut-être, d'un embryon ou plus d'Europe de la défense ? Ouais, alors, effectivement. Donc, la défense, c'est l'emblème même de ce que la souveraineté peut produire en termes de performance, prise de conscience dans l'urgence, mobilisation de capitaux, mise à contribution des grands acteurs de la défense en Europe et performance boursière exceptionnelle. C'est vraiment exactement le cas d'école de ce qu'on doit mettre en place vis-à-vis de la souveraineté. Et dans ce cas d'école, tu cites à juste titre l'étoile montante, Rheinmetall, qui n'est pas seul, mais qui est effectivement assez emblématique. Donnons quelques chiffres. Rheinmetall, aujourd'hui, c'est environ 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 3 ans, c'était plus proche de 5 milliards d'euros. Aujourd'hui, le management anticipe d'ici 2030 un chiffre d'affaires à 50 milliards d'euros. Donc là, on voit les effets de cette mobilisation de budget, cette mobilisation d'argent public et privé. Les carnets de commandes sont pleins à craquer. On est capable de se projeter sur plusieurs années de carnets de commandes. Il y a des files d'attente pour pouvoir être servi. Et donc, évidemment, ça se concrétise par un chiffre d'affaires qui explose, x5 dans l'espace de 4-5 ans. Petit 1. Petit 2, non seulement ce chiffre d'affaires explose, mais la profitabilité croît. Donc un deuxième effet, un effet ciseau en termes de performance. La profitabilité de Rheinmetall, c'était entre 10 et 13% typiquement ces dernières années. On est plus proche de 15 aujourd'hui. On doit approcher les 20% de profitabilité d'ici la fin de la décennie. Donc non seulement une explosion de chiffre d'affaires, mais une profitabilité qui croît. Tout ça à, on va dire, assiette opérationnelle constante. Dernier élément de performance, non seulement Rheinmetall, on va lui demander de continuer à faire ce qu'elle fait très bien, à savoir créer des munitions et fabriquer des tanks, mais il y a aussi cette volonté de Buy European, d'aller arrêter de se fournir sur des équipements militaires qui ne sont fabriqués qu'aux États-Unis pour les fabriquer nous-mêmes.
Et là, c'est le cas encore pour la majorité des pays européens. Enfin, la majorité des pays européens dépensent en majorité en équipement américain plutôt qu'en équipement européen aujourd'hui. Absolument. Je citais le chiffre de 80%. 80% des dépenses militaires en Europe sont passées auprès des Américains, pour schématiser. On doit se rapprocher des 60% dans les années à venir. Donc on sent que le pivot commence à avoir lieu. Mais pour ce faire, on demande aux grands industriels de fournir des nouveaux équipements. C'est le cas de Rheinmetall qui est en train d'exploser en termes d'assiette opérationnelle, des nouveaux équipements, des nouvelles industries que l'entreprise explore. Mais c'est le cas d'à peu près toutes ces entreprises de défense. C'est Patrice Caine qui en parle très bien, donc le PDG de Thales. Le PDG de Thales, il te dit... On est capable de produire n'importe quel équipement, on a besoin des carnets de commandes. Ce n'est pas un problème de technologie, c'est un problème d'engagement, de carnet de commandes, de capacité d'investir pour se projeter dans la durée. Et les États jouent le jeu dans ce contexte, Raphaël ? Non seulement ils jouent le jeu, mais ils y sont contraints. Tu prends un autre plan de déploiement important qui s'appelle le SAFE, S-A-F-E, qui est donc à l'échelle de l'Union européenne, la capacité de mobiliser 150 milliards d'euros de prêts pour les États membres, pour qu'ils achètent de l'équipement militaire. Une des conditions de ces octrois de prêts 150 milliards d'euros, c'est qu'au moins 65% des dépenses d'équipement à travers ces 150 milliards d'euros se fassent dans l'industrie européenne. Donc on y est là, on est en train d'y arriver, la mobilisation elle est très rapide. Encore une fois, c'est facile d'être cynique, circonspect dans le contexte européen, mais la réalité des chiffres ne ment pas. Et donc le cas d'école Rheinmetall est très intéressant. On voit plusieurs relais de performance opérationnels pour à la fin une performance boursière assez étonnante. Un vrai test pour la souveraineté européenne et notamment pour la partie défense, c'est de savoir comment les gouvernements, comment les États réagiront le jour où un conflit comme celui déclenché par la Russie en Ukraine il y a 3 ans, plus de 3 ans maintenant, le jour où un conflit comme celui-là s'arrêtera, se mettra en pause, baissera en intensité. J'allais dire, c'est la vocation d'un conflit comme celui-là, sans doute à un moment, de baisser au moins en intensité. Peut-être qu'on est proche de ce point-là d'ailleurs aujourd'hui, Raphaël. Qu'est-ce que ça va impliquer comme réaction de la part des gouvernements selon toi ? Et sur le plan boursier, qu'est-ce que ça peut impliquer pour cette partie défense du thème de la souveraineté européenne ? Ouais, alors ça, c'est une vraie question que tu poses là, la question que les investisseurs se posent évidemment. Qu'est-ce qui se passera lorsque le cessez-le-feu, on le souhaite, on l'espère, sera proclamé prochainement, peut-être ? Effectivement, ça a d'ailleurs généré une forme de sous-performance, en tout cas une pause dans la performance des valeurs défense sur le deuxième semestre, comme tu l'as vu. Et aujourd'hui, il y a un vrai questionnement vis-à-vis des investisseurs. Il y a plusieurs éléments de réponse à garder en tête. Déjà, malheureusement, la paix n'est pas signée. Et on entend quand même une certaine forme de scepticisme vis-à-vis du fait que la Russie n'est pas dans les pourparlers, qu'il y a beaucoup de lignes rouges côté russe, autour de la taille de l'armée, de la présence de forces de l'OTAN ou de certaines concessions territoriales qui sont allègrement franchies dans les pourparlers actuels. Donc finalement, elle est encore loin d'être signée. Premier élément. Deuxième élément, on est sur des thématiques de long terme qui vont au-delà de la guerre en Ukraine. Pourquoi concrètement on se réarme en Europe ? On peut peut-être estimer qu'il y a 3 raisons. Première raison, c'est effectivement l'acteur russe, l'agresseur russe. Quel que soit le scénario ukrainien, on a du mal à imaginer que du jour au lendemain, la Russie puisse devenir une forme d'acteur pacifique, bienveillant vis-à-vis de l'Europe. Et que cette urgence russe, cette inquiétude russe, malgré tout, elle doit perdurer au-delà de l'Ukraine. Une menace qui persiste. Premier élément. Deuxième élément qui justifie les dépenses de défense, la perte du parapluie américain. Cette perte, elle semble actée. On n'imagine aucune administration de gauche ou de droite aux États-Unis potentiellement se remettre à payer pour la défense en Europe. Aujourd'hui, le virage, il a été pris, il est définitif. C'est pas juste Trump. C'est probablement pas juste Trump. Troisième élément, on est face à des décennies de sous-investissement. Et ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc vous voyez que là, on est clairement sur des thématiques de très long terme qui dépassent le cadre circonstanciel de l'Ukraine et qui d'ailleurs doivent aussi permettre une forme de relais de performance. Aujourd'hui, la défense européenne, elle est mobilisée à fournir l'Ukraine. L'Ukraine, c'est principalement des munitions, des tanks, mais les besoins en Europe vont bien au-delà. On doit aujourd'hui aller produire, évidemment, sur les munitions. On parlait de chiffres toujours
Aujourd'hui, le stock de munitions en Europe est de 3 jours dans le cadre d'un conflit à haute intensité, définition de l'OTAN. L'OTAN préconise 30 jours de stock de munitions. Donc on a un déficit de munitions qui est dramatique, mais on sait que sur les missiles, sur les drones, sur les avions de chasse, sur les bateaux de guerre, on a globalement un déficit qui est grave, qui a besoin d'être adressé par les pays. Donc cette commande qui est aujourd'hui très focalisée sur la guerre en Ukraine et fournir des armes à l'Ukraine, va aussi pouvoir se diversifier au-delà. Donc un événement évidemment court terme, on verra la réaction des marchés, ça sera d'ailleurs peut-être un buy the rumor, sell the news, comme disent nos amis anglo-saxons, on verra, mais sur le long terme, les tendances vont bien au-delà. Ouais, cet aspect tactique à gérer, tu dis effectivement, il est de toute façon compensé très largement par ces objectifs de long terme qui sont ceux des gouvernements européens aujourd'hui. Et puis, on parle de Rheinmetall, mais comme tu le dis très bien, derrière les investissements massifs, il y a un enjeu de capacité de production, il y a un enjeu d'approvisionnement, et donc c'est toute une chaîne de valeur qui est à construire, à reconstruire ou à consolider derrière. Donc ça donne un terrain d'investissement très vaste. Je veux pas croire, je voudrais pas que les auditeurs croient que Rheinmetall c'est juste la valeur à avoir. Il y a, j'imagine, derrière tout un terrain d'investissement pour des investisseurs comme Tikehau Capital. Tout à fait, effectivement, on parle de Rheinmetall parce que c'est l'emblème. L'emblème. C'est notre Nvidia, je le dis comme ça, voilà. Mais voilà, tous ces grands champions européens ont des carnets de commandes pleins, Thales, Safran, Dassault. Vous prenez le Rafale, par exemple, de Dassault. Aujourd'hui, le carnet de commandes du Rafale, c'est environ 250 avions en attente d'être produits. On parle beaucoup de l'Inde qui pourrait rajouter 100 avions demain, voire même de l'Ukraine. Il y a eu des conversations autour de commandes ukrainiennes. Donc on est environ sur des carnets de commandes qui sont de plus de 10 ans pour le Rafale. Pourquoi plus de 10 ans ? Parce que le Rafale, production du Rafale en 2024, c'est 21 avions. Donc 250 carnets de commandes, 21 en production en 2024. Dassault s'est énormément mobilisé pour augmenter les cadences cette année. On va peut-être passer à 25. Donc là, on voit bien la dimension long terme de cette tendance. Et donc, tu l'as bien adressé. Non seulement ces grands donneurs d'ordre ont des carnets de commandes pleins, mais ils s'assoient sur ce qu'on appelle la base technologique et industrielle de défense en Europe, qui est très fragmentée. En France, on parle de 4500 petites entreprises, qu'on finance d'ailleurs beaucoup chez Tikehau à travers le private equity, qui elles aussi ont par ruissellement des carnets d'ordre très pleins, et elles aussi ont besoin d'investissement, besoin de capitaux, besoin de mobilisation pour pouvoir soutenir cette commande. Un mot encore sur Rheinmetall spécifique, mais derrière, c'est le thème de la défense. Le marché, c'est la fonction du marché boursier, notamment, de mettre un prix, alors le plus vite possible, si je puis dire, sur un nouveau paradigme. Si le marché identifie ce que tu es en train de décrire, Raphaël, est-ce que le prix que le marché a mis sur des entreprises comme Rheinmetall, Thales ou d'autres, est-ce que ce prix est déjà élevé, très élevé, trop élevé ? Est-ce qu'il englobe déjà une bonne partie de tout ce que tu décris et tout le chemin qui reste encore à parcourir, j'allais dire, sur la réalité du terrain autrement dit, Raphaël, est-ce que le marché a déjà mis un prix suffisant sur la thématique ? Alors, évidemment, tu as tout à fait raison de le mentionner. La dimension valorisation, elle est aux clés aussi dans la conversation. Elles ont changé de statut, ces boîtes-là. C'était des boîtes industrielles, c'est des boîtes de croissance. Exactement. Et de ce point de vue-là, effectivement, une partie de la performance est derrière nous. Les valorisations se sont enchéries. Ce n'est pas cher, comme ça pouvait l'être auparavant. La question est-ce qu'il en reste ? Est-ce qu'on peut avoir encore, donc on l'a compris, des croissances de résultats qui doivent permettre de la performance, voire même une croissance des multiples de valorisation. Donc là, chacun sera juge. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que globalement, ces multiples de valorisation, elles ont atteint un point haut au milieu de l'année 2025. Elles ont tendance à rebaisser depuis. Rheinmetall est par exemple très cher, 37 fois les bénéfices. C'est plus que Nvidia. Je reviens toujours à ma comparaison avec Nvidia parce que c'est un parcours boursier tellement spectaculaire. Alors, ça a touché 55 fois les bénéfices. Oui. On est à 37. Ça, c'est les bénéfices de l'année prochaine. Si tu crois en l'histoire de croissance qu'on raconte là, tu regardes les bénéfices dans 2 ans, on n'est plus à 37 fois, on est à 27 fois.
Donc, on est toujours dans cette thématique d'investir dans des boîtes en hyper-croissance. Comment tu les valorises? Si tu les valorises comme des boîtes, on va dire industrielles classiques ou des supermarchés, là, effectivement, tu vas avoir des problématiques de valorisation. Là, le pari que tu fais, c'est de dire que cette hyper-croissance, elle est soutenable. Elle donne en plus une très forte visibilité. Ouais. C'est aussi un des attraits de cette industrie, c'est qu'on a une vision sur des carnets de commandes très long terme et que cette croissance, elle est donc soutenable dans la durée et que si tu te projettes sur des taux de croissance élevés, alors les valorisations sont bien plus raisonnables. Donc Rheinmetall est cher en valeur faciale. Les autres grands acteurs se traitent entre 20 et 25 fois les earnings. Donc oui, on paye une prime, mais pour une hyper-croissance de long terme, une méga tendance générationnelle, est-ce que c'est si cher? Peut-être pas. Et puis quand on compare aux américaines, ça c'est intéressant, on n'est peut-être pas si cher que ça. Il y a cette comparaison qui fait sens. Si tu regardes la croissance bénéficiaire des entreprises de défense en Europe sur les 3 prochaines années, on parle d'une 30%. Aux États-Unis, pour la défense US, on parle plutôt de 11%. Donc 3 fois plus de croissance bénéficiaire en Europe. Et malgré cela, les multiples de valorisation sont moindres en Europe qu'ils ne sont aux États-Unis. 27 fois en moyenne en Europe contre 30 fois aux États-Unis. Donc plus de croissance bénéficiaire, moins cher en Europe. Peut-être que finalement, il reste encore de la place pour la performance. Est-ce qu'il y a des Rheinmetall partout ailleurs, Raphaël? Dans les autres verticales que tu as pu citer, et notamment, je veux bien qu'on s'arrête sur l'enjeu du numérique, la compétitivité digitale ou numérique, comme vous le dites chez Tikehau Capital. Est-ce qu'on trouve des Rheinmetall dans ce domaine? Sachant que là, on parle d'un domaine technologique qui est historiquement, fondamentalement dominé par les États-Unis, et aujourd'hui, voire demain, la Chine, qui est plus qu'un simple challenger désormais en matière technologique, qui s'est illustrée comme étant un véritable leader. Quelle est la place de l'Europe là-dedans? Et dans quel domaine est-ce qu'on peut être souverain sur le plan technologique? Non, mais tu as raison d'ouvrir le débat, Grégoire, au-delà de la technologie, de la défense, et effectivement de parler de la technologie. Nous, notre idée déjà, c'est que aujourd'hui, on parle beaucoup de défense, de la performance, elle s'est beaucoup concentrée autour de la défense, mais que finalement, on est dans un cadre qui va bien au-delà. Ce n'est pas une thématique de défense qui se passe aujourd'hui, c'est une thématique de souveraineté. Qu'aujourd'hui, la menace est une menace militaire, mais quand demain, si demain, Taïwan est envahi par la Chine ou qu'on perd accès aux puces Nvidia, qu'est-ce qui se passera pour la technologie en Europe? Qu'est-ce qui se passe si on perd accès à certaines industries, certaines technologies? On comprend bien que finalement, ce qui se passe dans la défense aujourd'hui pourrait se passer ailleurs demain. Et donc la technologie, tu as raison, est incontournable dans la conversation. Comment créer des champions européens de la technologie? Avons-nous pris trop de retard? On parlait de dépendance vis-à-vis d'acteurs extérieurs. C'est vraiment le cas, effectivement, aussi sur la technologie. La bonne nouvelle, c'est qu'on a, dans toutes les verticales technologiques en Europe, des champions. Alors, ils sont pour la plupart pas à l'échelle. Beaucoup souffrent d'un manque d'investissement, d'un manque de capitaux, d'un manque de prise de risque de nos gouvernements et aussi de l'épargne privée. Mais concrètement, quand tu regardes sur les semi-conducteurs, on n'a pas Nvidia, mais on a ASML. C'est une espèce de Rheinmetall, ASML. Ouais. C'est le leader mondial en quasi-monopole sur la lithographie des semi-conducteurs. Donc, c'est des machines qui impriment des morceaux de silicone pour en faire des semi-conducteurs. Je le dis à chaque fois, des machines qui coûtent plus cher que les avions qui les transportent. Voilà, tout à fait. Pour donner un peu le niveau de sophistication effectivement d'ASML aujourd'hui. Une machine, c'est 300 millions d'euros. Et ASML t'explique qu'avec leurs rayons laser qui fabriquent et impriment ces réseaux de silicone, ces machines sont capables de taper une balle de golf posée sur la Lune. Donc en termes de précision et de technologie, on est sur ce qui se fait de mieux et ils ont l'entièreté du marché de la lithographie. Donc ça, c'est un grand champion. Globalement, sur les semi-conducteurs, évidemment ASML, il y a ASM International, il y a NXP, on a Infineon, on a des grands champions qui ne sont pas à l'échelle, qui ne sont pas nécessairement suffisamment bien capitalisés pour être agressifs sur ces marchés, mais qui ont ce potentiel de croissance, de positionnement, qui sont des leaders chacun dans leur thématique.
On a des champions sur les logiciels, SAP, Dassault Systèmes, sur le cloud, OVH en est un, Dassault Systèmes est aussi actif sur le cloud, sur quantité de segmentation, on va dire, de verticale de la technologie. Mais le point commun de ces grands champions internationaux, c'est qu'ils ne sont pas à l'échelle. Ouais. Et donc, on a besoin d'une forme de projet européen. Il y a une question de survie pour certains d'entre eux, Raphaël. Je ne veux pas revenir sur les noms que tu as pu citer, mais le fait de ne pas être à l'échelle, pour certains de ces acteurs, c'est la survie qui se joue demain. Une question de survie, en tout cas de compétitivité. Ouais. Être capable d'aller chercher des parts de marché et être capable de fournir dans un ensemble cohérent une plateforme souveraine technologique à l'Europe. On a bien compris qu'on ne serait pas capable de rattraper notre retard des hyperscales, des modèles hyperscale américains et chinois. Et c'est probablement pas ça qu'il va falloir mener de notre point de vue. Il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas se tromper de combat. Ce qu'on doit être capable de faire, c'est d'actionner des leviers de souveraineté à travers des champions européens dans un ensemble cohérent qui permettent de construire une plateforme digitale cohérente en Europe et qui nous permettent aussi en Europe d'adresser l'éléphant dans la pièce. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, on en parle évidemment beaucoup à juste titre, on va parler de l'infrastructure IA, ouais. On va parler du business to consumer, les chat GPT de ce monde qui s'adressent aux consommateurs, mais la vraie jambe de croissance de l'IA, elle n'est pas encore arrivée, c'est l'industrie. C'est être capable de révolutionner l'automatisation, les usines. Là, on parle d'un marché de 100 000 milliards de dollars, l'industrie mondiale. Et ça, c'est pour ça aussi qu'on dit qu'on est au tout début de cette hyper tendance IA. On est vraiment aux premières années d'un cycle qui sera probablement de 10, 15, 20 ans. Et ça sera notre capacité, nous, Européens, de construire une plateforme cohérente, compétitive, dans l'entièreté des verticales IA, à travers ces champions européens, qui doivent nous permettre de rattraper notre retard. Mais tu dis, voilà, il ne faut pas se tromper de combat, et tout est encore à faire, et il y a plein d'entreprises et d'industries en Europe qui sauront se montrer suffisamment agiles pour justement se saisir des opportunités que l'IA va leur apporter. Voilà, et donc se transformer grâce à ces technologies-là. Absolument. Et on a aujourd'hui les champions positionnés dans chacune des verticales de la technologie qui doivent nous permettre, dans un ensemble cohérent, avec une volonté collective, de positionner une plateforme Europe vis-à-vis de cette croissance IA. On l'a déjà un peu évoqué dans cette conversation, Raphaël, mais il y a d'autres grandes verticales dans ce fonds TESF chez Tikehau Capital. Alors, l'industrie, bien sûr, les infrastructures critiques, comme tu dis, il y a la question de la santé. Et donc, là aussi, dans tous ces domaines, il y a des champions. C'est quoi des exemples de champions européens emblématiques dans chacune de ces verticales Ouais, ce sont des verticales qui sont très importantes aussi. Sur l'infrastructure, par exemple, on parle beaucoup du plan allemand de défense de 500 milliards d'euros. Ce n'est pas un plan de défense, c'est un plan de défense et infrastructure. Ouais. Absolument. Et dans cette thématique de souveraineté, effectivement, les infrastructures énergétiques, de transition énergétique en particulier, d'électrification, sont essentielles. En Europe, on a des grands champions, Vinci, Eiffage, Iberdrola sont des grands champions. Ils doivent pouvoir faire face à cette demande publique, encore une fois massive, 300 milliards d'euros sur Repower EU, par exemple, qui doivent se transformer en performance pour l'investisseur. Donc ça, c'est une thématique qui est très forte, l'infrastructure. L'autonomie industrielle aussi. On est dans une forme de révolution industrielle. On cherche probablement en Europe à faire ce que le président Trump fait aux États-Unis, à savoir une espèce de renaissance, réindustrialiser notre tissu économique à travers certaines thématiques d'ailleurs. On les a citées autour de l'énergie, des data centers, de l'électrification. En France et en Europe, des entreprises comme Legrand, par exemple, comme Schneider, sont potentiellement très bien positionnés aussi pour faire face à cette commande publique. Donc on est Air Liquide, Atlas Copco. Tout ça sont des grands champions qui doivent être capables de bénéficier de ces grands plans de déploiement. Sur la santé aussi, ça aussi c'est une thématique de souveraineté. On l'a vu pendant le Covid à nos dépens. Et dans ces conditions, effectivement, voir l'émergence de grands champions autour de la pharma qui, encore une fois, pourraient bénéficier de cette prise de conscience n'est pas totalement incongru. Donc plusieurs relais de performance finalement, mais toujours avec cette thématique commune qui consiste à dire
plans de déploiement budgétaire importants qui vont être source de performance long terme sur différentes industries stratégiques pour l'Europe. Ouais, d'ailleurs, la partie autonomie industrielle, comme vous la nommez, la partie infrastructure critique, on va parler du fonds en tant que tel, Raphaël, mais c'est des thématiques ou des verticales qui font partie des plus gros poids dans le fond, dans la stratégie TKO, European Sovereignty Fund. Hein, c'est ça. Tout à fait. C'est des poids tout à fait conséquents. Et la bonne nouvelle, quand on va au-delà de ça, c'est que d'une part, on a le potentiel effectivement d'avoir une méga tendance, une forme de marée qui soulève tous les bateaux en même temps, mais aussi aller faire de la sélection de valeur dans chacune de ces industries, aller chercher les grands champions internationaux en Europe susceptibles de bénéficier de cette tendance. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, on a des très grands champions, des très belles entreprises, on en a cité quelques-unes, qui sont en termes fondamentaux tout à fait en ligne avec ce qui se fait de mieux, par exemple, aux États-Unis. Ouais. Et en termes de valorisation, traitent beaucoup moins cher. Ouais. L'industrie en Europe, aujourd'hui, c'est pas très cher en termes de multiples de valorisation. La santé traite à une très forte décote. Donc, une photo fondamentale qui est parmi les meilleures de ce qui se fait aujourd'hui sur la cote. Un argument valorisation qui est très attractif. Donc là, on comprend qu'on a plusieurs relais de croissance. Et le marché européen boursier est capable normalement de révéler cette valeur encore cachée dans nos entreprises, Raphaël? Ou est-ce qu'il y a un problème de marché chez nous? Est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'union des marchés de capitaux, par exemple? Je digresse un peu de la thématique, mais on est quand même sur un sujet de souveraineté. Ou est-ce que ces boîtes-là finiront par certaines d'entre elles à aller se coter sur des marchés qui les valorisent mieux, à savoir le marché américain, par exemple? Non, tu as raison d'en parler. C'est l'infrastructure financière, elle est aussi motif de souveraineté. Ouais. Et effectivement, cette union des marchés de capitaux, elle est aujourd'hui une nécessité impérieuse. La bonne nouvelle, c'est que parmi les quelques zones de consensus qu'on voit se construire en Europe globalement, et d'ailleurs dans le couple franco-allemand en particulier, la défense, une Europe de la défense, la décarbonation, la transition énergétique, l'électrification, etc. Parmi tous ces grands consensus, l'union des marchés de capitaux est en train de prendre sa place. C'était évidemment dans le rapport Draghi. On est au début d'un processus qui sera probablement long. On regarde avec un œil très attentif le M&A au sein des banques et des financières. On commence à avoir des ouvertures sur des fusions transfrontalières. Et probablement, ça sera une thématique de souveraineté. Pour soutenir ces dépenses d'investissement colossales dans ces grandes thématiques, il va nous falloir une union des marchés de capitaux, en tout cas des marchés de capitaux qui soient susceptibles d'être au rendez-vous. Bon, et il faut toujours un peu de patience, évidemment, quand on investit en Europe. Il faut aussi prendre en compte le rythme auquel l'Europe peut avancer aujourd'hui, et je parle là du capital politique notamment. Si on en vient au fond en tant que tel, Raphaël, donc on a parlé défense, on a parlé compétitivité digitale, infrastructure critique, autonomie industrielle, santé. Comment toutes ces grandes thématiques s'équilibrent dans le fond? Est-ce que les choses sont d'ailleurs relativement bien réparties, équilibrées, ou est-ce qu'il y a des vrais poids, des vrais choix thématiques dans cette stratégie? Ouais. Donc nous, notre ambition, c'est vraiment de faire de la sélection de valeur dans ces grandes thématiques, ces grands secteurs. Donc il n'y a pas vraiment de vue ex-ante sur l'allocation sectorielle. Vous dites pas la défense, je veux 20%. Non. Non, on va vraiment chercher, d'un point de vue bottom-up, en termes d'analyse fondamentale, les meilleurs acteurs dans cet univers de souveraineté et ceux qui s'échangent, selon nous, à des niveaux de valorisation qui sont acceptables. Quand tu fais ce travail aujourd'hui, par coïncidence ou pas, j'en sais rien, en tout cas, le résultat de ce travail, c'est que l'allocation sur ces 5 grandes thématiques est assez équivalente d'un secteur à l'autre. On était plutôt surexposé sur la défense. On a diminué, on va dire, depuis quelques mois maintenant, parce qu'il y a énormément de performances, il y a une forme de consolidation. On a rééquilibré vers d'autres secteurs, mais globalement, tu vas regarder le fond, on sera entre 15 et 25% exposés sur chacune de ces thématiques. Ça permet aussi de diversifier en quelque sorte la performance, plutôt qu'avoir une forme de fonds pure défense susceptible d'avoir des oscillations fortes. Il y a de la santé à côté, quoi. On a plusieurs relais de performance. Donc c'est aussi un fonds de fonds de portefeuille qu'on peut tenir sur le long terme avec de multiples expositions sur les secteurs. Une question qui m'intéresse toujours beaucoup quand je parle à des gérants d'actifs, des gestionnaires d'actifs, c'est comment on source les dossiers.
Derrière ça, c'est comment on s'assure d'avoir la bonne expertise pour opérer ce sourcing, cette identification d'entreprises dans lesquelles on va investir. Et j'aimerais que tu me racontes comment ça se passe globalement. Chez Tikehau, vous êtes plusieurs centaines d'analystes, d'investisseurs, de directeurs d'investissement. Vous êtes évidemment une société globale de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'à chaque moment, vous avez la bonne expertise au bon endroit pour aller identifier le dossier que personne n'a encore vu, ou quand je dis personne, que le plus grand nombre n'a pas encore détecté? Ouais, c'est un de nos atouts chez Tikehau, effectivement. On est donc une plateforme d'investissement globale. On a 17 bureaux dans le monde, plus de 700 collaborateurs, avec effectivement cette thématique de souveraineté qui résonne beaucoup et qui résonne sur toutes les classes d'actifs qu'on gère. Disais. Donc on fait du private equity, on fait de la dette privée, on fait des infrastructures et de l'immobilier, des actifs réels, et donc on fait des actifs liquides avec plusieurs solutions d'investissement autour de la souveraineté dans chacune de ces verticales. Donc ça nous a permis de développer d'une part des équipes d'investissement autour de la souveraineté spécialisée. On parlait de la défense par exemple tout à l'heure, on a plus de 30 spécialistes investisseurs dans la défense spécialisés. Mais qui viennent de l'industrie. Enfin, certains d'entre eux viennent de l'industrie. Ils ont passé 20 ans dans l'industrie. Tout à fait. Je ne sais plus qui disait l'autre jour que ces gens-là, ils ont plus souvent porté des casques de chantier que des cravates. Et j'aimais bien cette image-là parce que c'est vrai. C'est des anciens de Dassault, des anciens de Safran. Il y en a un qui m'a dit, je suis bilingue. Je parle industrie, mais aussi finance. J'ai les deux casquettes, quoi. Exactement. Et pour ces chaînes de valeur très complexes, très fragmentées, c'est pas inintéressant d'avoir cette granularité dans nos expositions. L'autre relais de performance, c'est qu'on s'associe avec les grands acteurs de chaque filière. Donc, on est en partenariat stratégique avec Airbus, Safran, Dassault, Thales, qui ont investi dans nos fonds, qui nous aident en termes de sélection de valeur aussi, qui nous expliquent les ressorts aussi de cette chaîne de valeur très fragmentée. On travaille avec Unilever sur la biodiversité. Ça vous donne un coup d'avance à chaque fois? Ça aide énormément. Ça aide énormément. Et c'est vraiment une des valeurs ajoutées qu'on apporte dans la sélection de valeurs. C'est ce qui a justifié aussi que les performances ont été très bonnes. C'est qu'on s'entoure de spécialistes dans chacune de ces filières pour pouvoir mieux les comprendre et mieux investir à travers tous ces fonds. C'est un portefeuille qui est géré comment aujourd'hui? Est-ce que ça tourne beaucoup? Est-ce que les boîtes que vous avez en portefeuille, il y a une vraie gestion tactique un peu permanente de chaque dossier? Ou est-ce que justement, une fois que vous avez identifié un dossier, il y a quelque chose d'assez long, buy and hold, comme on dit dans vos métiers, je détiens la valeur sur le long terme, qui façonne aussi le pilotage de la stratégie? Alors c'est une gestion de conviction concentrée entre 30 et 40 valeurs sur ce fonds action Tikehau European Sovereignty Fund, dont les ressorts sont les suivants. Donc on a dit identifier les secteurs liés à la souveraineté, s'assurer que lorsqu'on sélectionne une valeur, elle sera potentiellement susceptible de bénéficier de ces plans de déploiement de capitaux, mais aussi aller chercher les entreprises de très grande qualité, les meilleures entreprises, les mieux positionnées dans chacun de ces secteurs. La bonne nouvelle, c'est qu'une entreprise de qualité aujourd'hui, elle était souvent hier, elle le sera sûrement demain. Donc, il n'y a pas besoin de faire tourner le portefeuille en permanence. Ce n'est pas de la spéculation court terme. On est vraiment sur des méga tendances de long terme. Alors, parfois, il y a des changements de tendance, des nouvelles technologies, des nouveaux acteurs. Donc, il faut savoir être réactif. Mais on est globalement sur une gestion de long terme. Ce qui va justifier une forme de turnover dans le fond, c'est les valorisations. Lorsque les valorisations nous semblent excessives, on a la discipline d'aller faire tourner le portefeuille et de prendre profit. Concrètement, tu disais c'est un fonds de fonds de portefeuille, une stratégie de fonds de portefeuille. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'objectifs et moi, en tant que client potentiel, quelle espérance je peux avoir par rapport à un fonds comme celui-là? Donc, traditionnellement, les horizons d'investissement, on va souvent parler de 5 ans pour ce type de fonds. Et effectivement, dans le déploiement de ces tendances, plusieurs années sont nécessaires. C'est très vrai en particulier sur les tendances industrielles, de défense lourde, où on sait que le CAPEX met du temps à se déployer, la montée en cadence est assez longue. Et globalement, ces méga tendances, quand tu regardes Internet, quand tu regardes le téléphone portable, quand tu regardes l'émergence du cloud, il a fallu 10, 15, 20 ans pour vraiment aller au bout de ces tendances-là. C'est aussi pour ça qu'on dit que l'IA est probablement au début de cette tendance-là et que cette tendance de souveraineté aussi, on parle probablement de décennies devant nous de déploiement.
Donc voilà, c'est un aspect d'investissement long terme. Et effectivement, on parlait de fonds de portefeuille parce que sur plein d'égards, c'est de ça dont il s'agit. Il est bon d'avoir dans son portefeuille une exposition à certaines de ces tendances intergénérationnelles, un peu moins sensible aux cycles, un peu moins sensible aux aléas politiques, géopolitiques qu'on peut avoir dans des cycles de marché habituels, qui peuvent vraiment permettre de générer de la performance sur le long terme de manière vraiment stratégique, on va dire. Avec toujours l'idée qu'il faut bien avoir conscience qu'on embarque aussi des risques quand on a investi dans des entreprises cotées en l'occurrence. C'est quoi le ou les risques, effectivement, que l'investisseur particulier, par exemple, doit avoir en tête quand il investit dans un fonds comme celui-là? Bon, au-delà d'un risque du marché action général sur lequel je passe, évidemment, il y a cette thématique de souveraineté. On comprend que finalement, cette thématique de souveraineté, elle se nourrit d'une part d'une forme de cette prise de conscience en Europe de nos fébrilités et aussi de l'actualité, de la triste réalité de notre monde géopolitique aujourd'hui, de l'antagonisation quotidienne qu'on constate. On le voit tous les jours en ouvrant le journal, une nouvelle nouvelle autour de cette inquiétude métaphysique presque qui nous ceint en Europe. Si on était dans une forme d'accalmie, de pivot dramatique, de reglobalisation, on serait sur une forme d'anti-souveraineté. Malheureusement pour nous, heureusement pour le fonds, on n'est pas aujourd'hui en état de constater cette tendance-là, mais effectivement, c'est là-dessus que la souveraineté se nourrit. In Conversation with Raphaël Thuin. Merci beaucoup, Raphaël. Merci d'avoir partagé ton analyse, ton éclairage sur cette thématique de la souveraineté européenne dans ce podcast signé Tikeo Capital. Merci à vous.